Vous écoutez Procrastination, épisode 15, conseils de survie pour les dialogues. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Alors, c'est un peu le pendant de l'épisode de conseils de survie pour les personnages, mais cette fois-ci, c'est les conseils de survie pour les dialogues, quelques recommandations génériques si on ne devait ne donner que 15 minutes de recommandations ou d'avis sur les dialogues. Que dirait-on ? Vous aimez ça, vous, écrire des dialogues ? Ouais, moi j'aime bien, ça fait partie de l'équilibre d'un texte. Je me vois pas écrire un texte avec, par exemple, que des dialogues, uniquement des dialogues, ou peut-être dans l'espace d'une nouvelle, presque comme un exercice de style. Mais je me vois pas passer par le dialogue uniquement, et de la même manière, je me vois pas me passer totalement de dialogue, sauf à nouveau de faire un exercice de style. Mais pour moi, le dialogue, ça fait partie, j'allais dire, du développement normal d'une histoire, sauf si mes personnages sont muets. Mais voilà, tout simplement. Parce que ça fait partie de l'interaction, et rien ne vaut quand même le style direct, c'est-à-dire c'est une manière d'affronter aussi directement ses interlocuteurs autrui, quoi, son environnement humain. Voilà. Moi je trouve ça assez amusant à écrire, mais c'est très drôle, ça dépend des textes et des personnages. J'ai des personnages qui quasiment écrivent leur dialogue tout seuls tellement j'entends leur voix. Et d'autres où on rame un petit peu plus, et c'est peut-être sur ça qu'on donnera des conseils justement. Sur comment faire quand ça rame et que le personnage nous lâche. Ça fait partie effectivement des compétences génériques entre guillemets fondamentales de l'écriture, que ce soit description, l'action, le dialogue, fait partie de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de survie pour entamer la discussion, pour entamer le dialogue sur le dialogue? Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, moi, j'ai une sorte de vision graphique des dialogues, comme du reste du texte d'ailleurs. Et donc, par exemple, si j'avais un conseil, entre guillemets, c'est d'insuffler une sorte de dynamique en aérant les dialogues, en cassant la monotonie. Donc, éviter des répétitions, tout simplement, de grammaticales ou de formes de phrases, en faisant des pauses. Les personnages, ils bougent dans la pièce ou dans leur environnement, ils font des choses. C'est pas forcément l'action ne s'arrête pas forcément quand il y a un dialogue. Au contraire, ça peut participer. Et un dialogue n'est jamais aussi efficace que quand il fait progresser l'histoire ou quand il caractérise et fait vivre des personnages. Donc voilà. Et donc ça, ce serait mon premier conseil, c'est de voir un peu ça de façon presque graphique, j'allais dire. Mais je trouve qu'on peut, pour compléter presque ce qu'on a dit sur les personnages dans un autre épisode, on peut presque définir un personnage à travers ses dialogues. On peut dire énormément de choses dans son choix de mots, dans le fait que il est extrêmement bavard ou au contraire très quelqu'un qui est dans l'action, qui parle jamais. Il va être obsédé par certains sujets qui vont revenir en permanence. Enfin, on peut dire énormément de choses entre les lignes, rien que dans le choix des dialogues. Oui, ça fait partie de la caractérisation, tout simplement, des personnages. Et aussi, ça ce serait le deuxième conseil, c'est sonner juste. Oh oui. Donc, cultiver le naturel, sonner juste, c'est-à-dire appliquer à son personnage ses caractéristiques dans ses dialogues, et avant tout dans ses dialogues d'ailleurs. Ce qui est parfois un peu difficile à doser, parce qu'on peut avoir tendance à trop vouloir caractériser chaque personnage par des tics de langage ou autre. Ah oui, et ça, il faut vraiment faire très attention, ça, on tombe vite dans le n'importe quoi. Disons dans le systématisme. Ou dans l'excès, voilà, dans l'excès. Ouais, je vous rejoins tout à fait. Pour moi, le dialogue, finalement, c'est on parle un peu en sous-main depuis quelques épisodes de l'émergence, à partir de ce que les personnages, l'émergence du monde, etc. Et c'est la manière la plus directe pour un personnage d'émerger, en fait, de démontrer ce qu'il est. Ça nous ramène à l'épisode Show Don't Tell dans précédent. À travers ce qu'il est, comment il le dit, comment il se présente, le personnage va démontrer ce qu'il est, qui il est et comment il le fait. C'est peut-être la forme la plus ramassée de transmission d'informations dans un récit. Et l'action, je t'en rejoins tout à fait, Laurent, est très importante. Je crois les Américains disent qu'il faut éviter le syndrome des talking heads, c'est-à-dire des têtes parlantes. Vous imaginez, alors ça marche très mal à la radio, mais vous imaginez les deux mains qui font blablabla de part et d'autre, et puis le dialogue c'est juste ça. Un dialogue c'est beaucoup plus que ça, justement. C'est toute la mise en scène qui va autour, c'est toute l'attitude, c'est aussi tout ce qui n'est pas dit, ou tout ce qui est
travestie, la vérité travestie éventuellement, ou les choses qu'on omet, les choses qu'on présente pas exactement. Et c'est là qu'un dialogue peut avoir plusieurs niveaux de sens aussi. Il y a ce qu'on appelle le dialogue en conserve. Le dialogue en conserve, c'est le dialogue explicatif. C'est-à-dire que le personnage va balancer son information telle qu'elle. C'est quelque chose qu'il faut peut-être éviter. Et l'intérêt du dialogue, il est de faire passer une explication, une information, par le filtre du caractère du personnage. Ça devient intéressant et ça devient dramatiquement intéressant quand la vision est gauchie par le caractère du personnage, par la subjectivité du personnage. Donc le dialogue, il sert à ça aussi. Il sert aussi à moduler la vérité d'une histoire. C'est vrai que c'est un conseil qui est souvent donné, qu'on voit beaucoup, mais qui, à mon sens, est souvent mal compris, ou en tout cas mal expliqué. C'est la meilleure manière de passer de l'information, c'est à travers le dialogue. Et en fait, du coup, ça donne le syndrome du as you know Bob, comme disent les Américains, comme tu le sais Bob, c'est-à-dire on a les deux types en train de travailler sur une machine, et il y en a un qui dit mais oui, professeur Fletcher, comme vous le savez, nous travaillons depuis 10 ans sur cette machine qui nous permettra de retourner dans le temps, et tout. Et s'ils bossent depuis 10 ans, les mecs ils le savent. Voilà. Je suis sûr d'ailleurs. Oui, c'est les dialogues en conserve. C'est-à-dire que c'est une sorte de copier-coller de l'explication qu'on a dans le plan scénaristique. C'est ça. Et passer de l'information dans le dialogue, c'est pas du tout ça. On a aussi le passage obligé entre guillemets qui peut être assez cliché du grand méchant qui soudain va expliquer au expliquer au protagoniste ce qu'il est en train de faire, et c'est à ce moment-là que tout son plan se casse la figure. Voilà. C'est un autre danger, ça. C'est justement passer de l'information à travers le dialogue. Justement, c'est pas expliquer de façon brute de décoffrage comme ça, c'est que on passe de l'information à travers le dialogue, à travers ce qui émerge de ce qu'on interprète de ce qui se passe, la façon dont les gens se positionnent, la façon dont ils parlent, la façon dont ce qu'ils ne disent pas, la façon dont ils se comportent. Et c'est justement à travers, ça pourrait presque être une boîte de Pandore, c'est à travers tout ce qu'on infère et tout ce qui émerge que finalement on en dit beaucoup plus que simplement expliquer en un paragraphe le plan du méchant ou le fonctionnement d'une machine. Oui, et puis le dialogue, c'est une convention. Et on peut jouer sur les conventions. Par exemple, on a l'habitude dans le roman de faire des dialogues brefs, tout à coup mettre une tartine, faire une demi-page d'explication, ça va attirer le lecteur, il va se dire là il y a quelque chose d'important. Donc on peut tout à fait rompre ses propres règles et l'équilibre, une sorte d'équilibre un peu lisse, on peut le rompre. Donc le dialogue, c'est aussi un jeu littéraire. Et on peut tout à fait jouer de ce jeu littéraire parce que, c'est une norme aussi de faire, parce que le fait d'aérer, le fait de casser la monotonie, de faire des pauses, ce sont des conventions qui sont utiles, hein, parce que ça justement ça permet d'insuffler une dynamique. Mais de temps en temps, ça peut être utile et ça peut faire sens tout à coup de s'arrêter et de dire et de se concentrer sur le dialogue. On peut introduire aussi des éléments de décalage où, par exemple, si on a un glissement vers quelque chose d'inquiétant, commencer à l'introduire là. Si un personnage, par exemple, se met à parler différemment. Et ça rejoint ce que tu dis. S'il était extrêmement bavard et que d'un coup il dit plus qu'un seul mot, on comprend que ça il a été pris par les extraterrestres ou j'en sais rien. Il y a de l'intérêt. Voilà, le dialogue, il doit faire sens. Il n'est pas séparé du sens. Tout à fait. Ça nous emmène sur une chose plus vaste qui est aussi l'illusion de réalité, mais dans un dialogue on dit pas tout. Alors ne serait-ce que parce que évidemment on omet tous les les reprises en arrière de la locution normale. Je pense que si on nous transcrivait, il y aurait les phrases qui reviennent en arrière. Là je viens de dire 3 fois les par exemple. Donc on ne dit pas tout et c'est normal, cette illusion de réalité fait partie de la fiction, mais on ne dit pas tout aussi dans le choix de ce qu'on va éventuellement dire. Par exemple un dîner ne va jamais être raconté, ou alors on est dans une forme de fiction particulièrement réaliste, on va jamais raconter l'ensemble de toutes les répliques. Salut, bonjour, comment tu vas? Bien, et toi? Alors, il fait beau. Bonjour, qu'est-ce que vous prendrez? Ah, je ne sais pas, attendez. Ou alors on le fait exprès pour avoir un effet comique ou absurde. Voilà, ou alors on ne garde que ce qui est pertinent. Exactement. Si par exemple 2 espions se retrouvent pour échanger des diamants et des microfilms, en général, on va aller directement en disant oui, ils arrivèrent, commandèrent un martini, puis alors, tu vois, la valise. Ou alors, on peut jouer sur ça. Ce qui me vient tout de suite en entendant ça, c'est en plus en cinéma, les dialogues de Tarantino. Qui justement va te faire les assassins qui sont partis tuer quelqu'un et qui vont discuter des chansons de Madonna
du milkshake qu'ils viennent de boire, etc. On peut jouer sur ça aussi. De comment on appelle le Royal with Cheese, voilà. Etc. Mais il y a une intention consciente toujours derrière. On peut parfaitement avoir deux espions qui se retrouvent et qui disent alors comment tu vas, et en fonction de la manière dont ils vont échanger des banalités, mais là on passe dans le sous-texte justement du dialogue. C'est presque une digression, mais sur l'effet de réel, il y a un conseil que j'ai lu un jour et que j'ai trouvé vraiment passionnant sur les dialogues, qui était, alors c'est dans un livre qui s'appelle Writer's Tale, qui est un livre d'échange entre Russell T Davies, qui est donc producteur et scénariste, et qui travaillait sur Doctor Who à ce moment-là, et un journaliste qui l'interroge sur son processus. Et Davies, qui fait effectivement des dialogues extraordinaires dans ces 3 saisons, notamment, 3-4 saisons de Doctor Who, explique qu'il donne un exemple de dialogue mal écrit. Le personnage dit il s'est passé quelque chose, l'autre en face répond ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, et ça sonne faux. Et Davies il dit non mais ça se marche pas comme ça. Un dialogue en fait c'est la somme de 2 monologues. Très souvent la personne en face n'est pas en train d'écouter à 100% ce que dit l'autre, il est en train de penser à ce que lui-même va dire ensuite. Et justement un dialogue assez réussi ça va être celui où on a ce petit décalage qui est que les 2 personnages ne parlent pas du même point de vue quelque part. Et quand on sait ça pourrit toutes les interactions sociales, parce qu'on se regarde faire et on se dit, mon Dieu, je suis en train de faire ça. Oui, ça fait partie du conseil sonner juste et faire naturel. C'est-à-dire que si le dialogue est extrêmement construit, ça va faire artificiel. Si les personnages ne se répètent jamais, ont un développement qui est celui d'une dissertation quasiment, il faut introduire un peu de chaos dans cette belle organisation de l'information qu'on veut transmettre. Et ce qu'on transmet à travers, ça fait partie du sonnet juste. Ce qu'on transmet dans ce décalage justement entre ce que disent les personnages qui se répondent pas forcément, on en revient encore à ça, c'est ce qu'on dit sur les personnages. Ça peut dire qu'un des deux est préoccupé par quelque chose, ça peut dire leur relation, ça peut dire énormément de choses en fait. Il y a dans le bouquin d'Elizabeth George, Mes secrets d'écrivain, donc Right Away, j'avais déjà cité, elle donne une technique, alors qui est vraiment une technique, mais qui pour moi est intéressante, et puis évidemment il faut s'approprier en faire quelque chose. Elle parle de ce qu'elle appelle alors, en anglais un TAD, T-H-A-D, Talking Head Avoidance Device, c'est-à-dire le mécanisme d'évitement de la tête parlante. Et en gros elle dit, quand j'ai 2 personnages qui doivent échanger de l'information, je leur fais faire un truc qui a rien à voir. Et elle donne l'exemple, alors je cite de mémoire, donc l'exemple est peut-être pas forcément exact, mais elle dit voilà, j'ai un couple où ça va pas forcément très bien entre eux, et en gros je suis obligé de montrer un petit peu l'évolution de leur relation parce que ça fait sens à ce moment-là de mon histoire. Et en fait, je leur trouve à faire un truc, et en l'occurrence, ils peignent la chambre du bébé. Et donc, l'action, c'est ça, mais en fait, à travers leur interaction, la façon dont ils réalisent ce truc-là, se dégage énormément de choses. Ça revient à ce qu'on dit, alors là, c'est vraiment très de la mécanique, mécaniste, mais ça, c'est un petit truc qui peut éventuellement aider justement à débloquer. Oui, on parlait de... Ça aère, c'est une façon d'aérer aussi. Et de montrer par l'exemple aussi. Oui. Ah oui, quand en plus ça rejoint le sens de dialogue, c'est encore mieux. Tout à fait. On arrive à la fin, mais on parlait éventuellement, on a promis tout à l'heure, on a fait une promesse narrative en disant qu'on pourrait peut-être parler de ce qu'on peut faire si jamais on rame ou qu'on bloque sur un dialogue, très rapidement. Là, ce que tu viens de dire, en fait, c'est un bon exemple. Non, ce qu'on donne souvent, c'est dans la forme, en fait. C'est de varier la forme, éviter les incises. Voilà, c'est ce genre de choses. Créer des pauses, en fait. C'est éviter tout ce qui ressemble à une répétition, qu'elle soit grammaticale, orthographique, voilà, tout simplement, ou graphique simplement dans la page. C'est-à-dire que si on a 3 phrases qui sont bâties sur le même modèle qui se suivent dans un dialogue, on est dans une répétition qui va faire mécanique. Donc c'est éviter ce qui est mécanique, quoi que ce soit dans la pensée, dans la forme. Ouais. Moi j'aurais tendance à dire, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que le dialogue c'est une forme d'action démonstrative, donc elle sert un rôle narratif. Alors elle peut être juste là pour l'atmosphère, mais en général il y a une forme de volonté derrière de la part des personnages, ou une difficulté ou une forme de conflit. Et en cas de pagayage, en cas où on rame, pour moi une astuce est éventuellement de revenir à essayer de définir cette chose-là, de se dire pourquoi est-ce que ce dialogue est là, qui veut quoi exactement. Et le deuxième truc pour dynamiser la chose, c'est conseil pris au scénariste de cinéma, c'est in late, out early, c'est-à-dire arriver à la scène le plus tard possible, le plus proche de l'action, dérouler l'action, et une fois que c'est fini, couper. Parce que ce qui va au dehors, finalement,
n'est peut-être pas forcément utile. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure, si deux espions vont se retrouver pour échanger des microfilms, d'ailleurs on s'en moque un peu que le garçon arrive pour commander des pizzas, sauf s'il y a une bombe sous la table et qu'on a peur que le restaurant saute, auquel cas mettre un peu d'ambiance faussement calme peut et contribuer à la tension narrative. Mais ce serait ces deux choses-là. Pour terminer, une petite citation. Alors, une citation de René Clément qui nous dit « Un dialogue, ce n'est pas des mots, c'est un sens. Un dialogue doit dire quelque chose qui est l'action, qui est la raison pour laquelle le dialogue est dit. On oublie trop cela. » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.